Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. On a affaire à un virus qui est diabolique et qui est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Nous sommes en guerre. Nous dérangeons les trafiquants. Nous sommes en guerre. Vous avez ouvert, en fait, vous parlez, tout ce dont vous parlez là, c'est des faits divers. Je suis désolé, madame, parce que vous avez perdu un mari et vos filles qui regardent à la télé. Chanson colombienne. Et de 13h à 14h, nous allons recevoir, dans le cadre de l'émission des livres avec Céline Anonzo, nous allons recevoir la veuve d'un des plus grands barons de la drogue, le parrain du cartel de Medellín, Pablo Escobar. Et sa femme, sa veuve, a écrit un livre tout à fait bouleversant. On en parle effectivement à partir de 13h, mais auparavant, nous allons parler de ce qui se passe ici. Ce n'est pas le cartel de Medellín, mais c'est beaucoup de cartels, beaucoup de territoires de non-droit, beaucoup de France Orange Mécanique et beaucoup de France Guérilla, et on en parle avec Laurent Oberton. Et puis nous allons parler, vous savez, pas seulement de la racaille d'en bas, nous allons parler de la racaille d'en haut, parce que la racaille d'en haut, elle est aussi importante et au moins aussi dangereuse que la racaille d'en bas. Nous recevons Georges Hugeux, Wall Street à l'assaut de la démocratie. Comment les marchés financiers ont totalement décollé de l'économie réelle. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. France Orange Mécanique ou France Guérilla? Sentiment d'insécurité ou insécurité réelle? Alors qu'est-ce qui se passe dans le royaume? Y a-t-il quelque chose de pourri au royaume de la Seine qui, paraît-il, puisque l'épicentre de la France maintenant sur les rives du Congo, comme disait notre président de la République bien-aimé? On va en parler avec Laurent Berton. On va faire un peu le point de la situation. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. La sécurité à votre commerce, qui veulent pas qu'on se casse. La sécurité à votre commerce, qui veulent toujours pas qu'on se casse. Ouais, ils veulent toujours pas qu'on se casse. L'insécurité, c'était Sefiu. Sefiu, le rappeur, effectivement. Alors, où on est né de l'insécurité? On en parle depuis déjà quelques années. Rappelez-vous que pendant 40 ans ou 30 ans, on passait la poussière sous le tapis, on se refilait la patate chaude, on n'en parlait pas. Mais non. Et comme dit Éric Dupond-Moretti l'a dit longtemps, notre cher ministre de la Justice, mais il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. Mais là-dessus, d'ailleurs, Gérard Darmanin n'était pas tout à fait d'accord, notre ministre de l'Intérieur. Écoutez ce qu'il disait l'an dernier, en 2020. Si je vous parle des refus d'obtempérer, effectivement, ils augmentent. Des vols avec violence, ils augmentent en partie. Il y a des homicides qui reprennent en augmentation. Il y a d'autres faits de délinquance qui baissent. Mais ce que je voudrais simplement vous dire, encore une fois, c'est que s'il peut y avoir un sentiment d'insécurité, moi, j'aime pas ce mot. Enfin, je sais on a compris que vous étiez... Oui, parce que moi, je pense que... votre bisbille avec le ministre de la Justice. Non, mais c'est pas une question de ministre de la Justice. Je pense que la vérité, c'est que quand les gens sont en insécurité, et quand les gens ont froid, on leur dit pas, non, vous avez chaud. Mais ça, je pense qu'il faut rassurer, remettre plus de policiers dans la rue et faire plus de prévention et attaquer davantage ce sentiment, comme on le qualifie, qui pour moi est un sentiment de réalité. Non, je crois que le ministre de la Justice a dit une vérité que l'on nommait trop longtemps. Quand les gens ont froid, on ne peut pas leur dire qu'il fait chaud. C'est très vrai, c'est quelque chose qu'on a... C'est d'ailleurs, Rémi André le dit assez souvent, à la météo, à Sud Radio. Et puis, alors... On est où? On en est où? Est-ce qu'il s'agit de faits divers, notamment quand il y a eu Philippe Monguillot, chauffeur de bus, a été littéralement massacré, et il en est mort, et sur LCI, le 10 mai, il est mort à Bayonne, vous savez, il est mort le 5 juillet 2020. Et il y avait une émission sur LCI le 10 mai 2020 où le réalisateur et acteur Mathieu Kassovitz s'adressait en ces termes à la veuve du chauffeur de bus, Béatrice Monguillot. Voici ce qu'il disait. Je suis désolé, madame, parce que vous avez perdu un mari et vos filles qui regardent à la télé. J'ai du mal à parler à côté de vous, mais vous avez ouvert, en fait, vous parlez, tout ce dont vous parlez là, c'est des faits divers. Et je suis encore désolé de parler de ça. Je suis désolé. Ce qui est arrivé à votre mari, malheureusement, va arriver à quelqu'un d'autre. Parce que la société est faite comme ça. Alors Laurent Berton, bonjour. Bonjour.
je ne vais pas dire, on ne vous présente plus, je ne vais pas dire ce que vous avez écrit. Le premier, c'était très très fort, La France Orange Mécanique, et tous on se rappelle du choc, où vous avez simplement fait un travail de journaliste que, hélas, peu font. Vous avez commencé à tout collationner de ce qui se passe en un jour ou en 2 jours en France, partout. Et puis, vous avez eu effectivement le succès parce que, effectivement, vous disiez le réel. Le réel frappe à la porte et on en parle. Vous avez écrit ensuite une série de livres, Guérilla, sur 3 tomes. Alors, quand vous entendez un Mathieu Kassovitz ou d'autres qui disent qu'il s'agit encore de faits divers ou de sentiments d'insécurité, vous réagissez comment ? Qu'on sent toujours pareil, on sent bien que la victime de l'affaire est toujours très gênante et qu'elle serait bien plus inspirée de ne pas la ramener sur les plateaux de télévision, de faire état de son cas. C'est ce que je constate depuis le début que je m'intéresse à ce sujet, c'est que, en gros, le projet, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, il nous enrichit tous. Et à partir de là, si vous venez nous expliquer que pour vous, ça s'est mal passé, eh bien, vous faites un peu de tâche dans le paysage. Nous, c'est pas du tout la communication qu'on a envie de mettre en avant. Ouais. Donc, eh bien, vous êtes évincé de ce paysage de ces grands médias, en quelque sorte. Et c'est un des plus grandes difficultés à laquelle on est confronté quand on enquête sur l'insécurité, puisque le grand média fait barrage, en quelque sorte, entre les faits qui sont pourtant constatables, ils sont très têtus, et de plus en plus. Et malheureusement, ils ne vont pas jusqu'à nos concitoyens. Donc il y a une forme de rétention de l'information qui est très dommageable. Mais est-ce que cela n'a pas un peu changé le paysage? N'a-t-il pas changé Laurent Berton quand même ces dernières années? Il est en train de changer, mais malheureusement, il ne change pas assez vite et il ne change pas aussi vite que la progression de l'insécurité devrait l'y obliger, en quelque sorte. Parce que là, encore aujourd'hui, on fait des petites discussions, on s'écharpe sur les petites oscillations de chiffres, mais le nombre de victimes global est terrifiant. Là où le dernier rapport officiel des chiffres police et gendarmerie montre que les coups et blessures et que les violences sexuelles ont battu tout simplement leur record. Historique, vous voulez dire, enfin pratiquement. Voilà. C'est-à-dire que, alors, par exemple, si on regarde l'évolution de ces chiffres sur l'ensemble du quinquennat, Gérald Darmanin vantait son bilan. Si on prend l'année 2017, on avait à peu près 18 000 coups et blessures par mois. Aujourd'hui, on est à 28 000. C'est 28 000 de plus. C'est pas une petite augmentation. Les violences sexuelles, elles ont quasiment doublé. Elles ont plus que doublé. Elles étaient à 3 000 par mois en 2017. On est autour de 7 000 aujourd'hui. Vous voyez, c'est une augmentation vertigineuse des atteintes aux personnes. Et les vols simples, violents et tous les autres indicateurs, les baisses tendancielles notamment, ont marqué un coup d'arrêt ce dernier mois et repartent à la hausse. Donc il se passe, il y a un ensauvagement assez net de la situation, et même les indicateurs officiels le démontrent. Et quand je parle des coups et blessures, on est à 770 coups et blessures par jour, par exemple, constatés officiellement. Aujourd'hui, en ce moment, constatés par la police et la gendarmerie, parce que ces chiffres officiels ne représentent qu'une part de la réalité. Ça, il faut toujours bien l'expliquer. Parce que ça, c'est ce qui a été démontré, mais on ne parle pas du reste qui n'est pas, qui reste caché, quoi. Voilà, l'Observatoire national de la délinquance qui menait des enquêtes pour connaître la réalité justement du chiffre noir de l'insécurité estimait, avant d'être dissous par Édouard Philippe, puisqu'Édouard Philippe a dissous ce témoin très gênant, en 2018, on était à 2400 coups et blessures par jour recensés. Donc vous voyez la différence, 2400, et là on est officiellement autour de 770. Par exemple, les viols et tentatives, 265 personnes se déclaraient en 2018 victimes de viols et tentatives tous les jours. 265. Et pour ces 265 viols et tentatives, vous aviez 3 procès. Ça veut dire que pour 100 viols déclarés, on a un violeur qui est jugé. Donc c'est pas franchement dissuasif. Oui, c'est ça, c'est un paysage quand même c'est un paysage de désolation, on peut dire. Alors on parle, et au fond, on voit encore, vous avez vu, alors pour ne parler que cela, dans un autre deal, il y a eu ce film Bac Nord, qui a été traité par les tenants du politiquement correct, les angélistes, évidemment de réactionnaires. Il n'empêche que la Bac Nord à Marseille a été attaquée à la Kalachnikov il y a encore 2 jours. On a vu que
des migrants irakiens qui avaient été condamnés 3 fois pour violence, dont 1 fois avec arme à 2 ans de prison, un chauffeur roumain massacré sur une aire de la Somme par 2 migrants. On se dit, mais alors il n'y a pas que les migrants bien sûr, mais enfin il y a un problème dont on ne veut surtout pas encore voir la source et les causes. Laurent Berton. Oui, bah c'est un tabou énorme et en fait c'est un sujet qui est socialement dangereux, ce que j'ai essayé d'expliquer en 2013 et justement avant d'être victime de la dangerosité du sujet, c'est-à-dire de disparaître en quelque sorte du paysage médiatique à l'époque, c'est parce que quand on pointe la réalité des faits, déjà c'est un crime de laisse vivre ensemble, et quand en plus on va faire le lien avec la part de l'insécurité issue de l'immigration, alors là, carrément, c'est un crime contre l'antiracisme, et ça, c'est passible de mort sociale, en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs le sort qu'on réserve aux victimes. Des victimes aujourd'hui préfèrent se taire plutôt qu'être accusées de faire le jeu de on sait qui. Les policiers ont peur de parler parce que ils sentent bien, on leur fait sentir qu'ils sont gênants et qu'ils vont avoir des problèmes s'ils parlent de leur quotidien. Et il y a une chape de plomb qui est terrifiante sur ce sujet. Et cette chape de plomb, oui, perdure et demeure, et les réactions de tel ou de tel homme politique ou de tel porte-parole ou journaliste ne changent rien, parce que c'est encore une minorité surminoritaire, c'est ça? Oui, et puis le système a une inertie assez considérable, hein. Je vous parlais de la justice tout à l'heure. Déjà, si par exemple vous avez, pour 100 viols déclarés, vous avez un violeur jugé, on sait très bien qu'il ne sera pas jugé, il ne sera pas condamné à ce que prévoit la loi. Aujourd'hui, la loi n'est pas appliquée, c'est-à-dire vous avez le code pénal, vous prenez votre code pénal, vous assistez aux audiences, vous verrez que les peines requises sont divisées par 2, que les peines prononcées sont encore inférieures et que les peines exécutées réellement, c'est-à-dire appliquées en prison, sont encore diminuées de moitié. Donc au bout du compte, la loi concrètement, et là on parle de viol, on parle d'un crime. Donc imaginez le type qui lance un caillou sur les policiers, et tout ça, ceux-là s'en sortent avec des travaux d'intérêt généraux, des rappels à la loi et tout ce qu'on peut imaginer. Mais vraiment, la réponse judiciaire est complètement inexistante aujourd'hui. Oui, on l'a vu d'ailleurs avec, vous savez, Ryan qui avait posté une vidéo où il se montrait lui-même en train de cambrioler des pompiers, en train de faire toc 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 dans un commissariat, comme ça, etc. Et il a été condamné à un stage de citoyenneté. Voilà. Donc pour combattre la violence, on crée des stages de citoyenneté. Voilà, c'est-à-dire que la République va lui expliquer que c'est pas très bien de se moquer des pompiers, de les insulter, de leur voler du matériel pendant qu'ils sont en intervention. On en est là. Et là, on va supprimer, Dupond-Moretti a annoncé la suppression du rappel à la loi, c'est-à-dire que le juge vous dit ce que vous faites, c'est pas bien, pour le remplacer par un avertissement pénal probatoire, c'est-à-dire que le juge va encore expliquer à peu près la même chose, mais cette fois-ci sous réserve que peut-être ça se transforme un jour en une peine, en un travail d'intérêt général ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, ça ne change rien, vous dites en fait. Mais c'est pas du tout. Ces gens sont pas du tout. Ils ont déjà une expérience de la justice qui est énorme. Parce que souvent, ces minorités d'individus qui pourrissent la vie de nos concitoyens sont des criminels très endurcis. Ils ont déjà 40 mentions à leur casier. Ils savent très bien comment ça marche. Ils savent la plupart du temps qu'ils s'en sortent sans trop de dégâts. Oui. Et à votre avis, ça va continuer comme ça, quoi, jusqu'à l'embrasement, jusqu'à la guérilla? Qu'est-ce qui peut se passer? On va pas jouer les prédicateurs, mais qu'est-ce qui peut se passer, Laurent Berton? Ça va continuer? Voilà, Le problème, c'est qu'on crée dans une jeunesse qui est déjà en rupture assez totale avec la France, on crée un sentiment d'impunité très profond, en plus d'y ajouter une forme de sentiment de revanche, hein, parce que vous avez tout le discours indigéniste qui va expliquer, oui, mais c'est la faute de la société, vous êtes des victimes, etc. Donc colonisé, etc. Oui. Voilà. Donc finalement, celui que vous tabassez, il l'a bien cherché quelque part, hein, il est représentatif de ce pays qui vous a oppressé, qui a oppressé vos ancêtres, etc. Et donc, on crée vraiment les conditions de désordre majeur. Et quand on voit la réalité de la réponse judiciaire aujourd'hui, on se dit, il n'y a pas de raison qu'elle change comme ça du jour au lendemain. Donc c'est vraiment extrêmement préoccupant. On ne voit pas bien comment l'État pourrait tenir, et même face à la colère de nos concitoyens, puisque quand même la mission de l'État première, c'est de faire respecter les frontières, évidemment, mais c'est aussi d'assurer la sécurité. De protéger les citoyens, bien sûr. Exactement. Et comme elle est en faillite complète sur cette mission-là, il n'y a plus vraiment de raison de se fier à l'État. Pourquoi finalement continuer-on à payer autant d'impôts et à lui faire autant confiance quand on voit le résultat?
C'est vrai, les lendemains, malheureusement, sont des lendemains qui déchantent. Merci Laurent Berton. Merci Laurent Berton. Et je cite ce chiffre dont vous avez parlé, une violence qui a doublé en 10 ans sur beaucoup de chiffres. Je rappelle également vos livres La France, Orange Mécanique et Guérilla. Et puis dans un instant, nous